Le secret du phénix d'Aurore Griffon, chapitre 14. Celui qui croit ne voit pas. Il faut du courage pour ouvrir les yeux sur ce que sont nos États et nos sociétés, comme il en faut également pour ouvrir les yeux sur son propre système familial. Félicien avait beaucoup observé son système familial. Il en avait conclu qu'il était parfaitement conforme à ce qui pouvait se passer à plus grande échelle. Tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, nul n'est besoin de le rappeler. Il connaissait son dossier sur le bout des doigts, car il avait dû survivre à tout ça, se déconditionner de tout ça, et surtout préserver son être de tout ça. Un dossier récurrent dans une famille voit chacun de ses membres tenter de trouver une solution, par l'ego, et c'est ainsi que les familles finissent par éclater ou dégénérer. En déterrant ce dossier et en l'analysant, on peut le traiter simplement, par l'usage de la résilience. L'un des dossiers récurrents dans la famille de Félicien était le rapport à l'argent et au matériel. Ceux qui avaient choisi l'option bourreau, comme son père et son grand-père, étaient ceux qui faisaient le plus de dégâts, causaient le plus de tort à la famille. Mais d'autres de ses membres avaient pris des options différentes, comme celle de victime ou de sauveur. Personne ne s'en sortait glorieux et ne s'en sortait tout court. Pour le matériel, ce n'était pas bien compliqué. Il suffisait de ne pas s'attacher aux choses, plus que de raison, et de ne pas les laisser vous envahir et vous mener par le bout du nez. Chaque objet a son utilité, et lorsqu'il n'est plus d'utilité, on le sort de chez soi. On le jette, on le recycle, on le donne, on le loue, on le troque, on le prête ou on le vend. On peut ouvrir un musée quand c'est trop. C'est pas le choix qui manque. Inversement, pour obtenir un objet au sens le plus large qui soit, on le récupère, on le fabrique, on le reçoit, on va le louer, l'emprunter ou l'acheter. En tout état de cause, ce n'est pas l'objet en lui-même ou sa possession qui détermine sa valeur humaine, mais l'usage que l'on en fait. On n'emporte rien d'autre dans sa tombe que la mémoire de son expérience. Les choses matérielles appartiennent à la terre et y retournent toujours. Pour l'argent non plus, ce n'était pas si compliqué. L'argent doit pouvoir être en libre accès, en fonction de ses besoins essentiels, de ses projets et un peu quand même de ses désirs d'expérience. Comme il s'agit d'une énergie intermédiaire entre besoins, désirs et expérience dans nos sociétés, il convient donc de créer une porte d'entrée et une porte de sortie pour que l'argent puisse librement circuler. On crée ce que l'on appelle un échange. Pour la bonne marche de l'échange, on s'assure que les prédateurs, les parasites, les opportunistes en soient écartés. L'argent est très convoité. Ainsi, il s'accompagnera toujours d'une nuée de bestioles avides, attirées par son odeur, et d'autant plus lorsqu'il est abondant et qu'on ne lui donne pas rapidement une destination, une utilité précise, un usage, un calibrage. Pour le faire rentrer et lui permettre de nous apporter en échange l'abondance extérieure que nous méritons tous, le meilleur moyen est d'oublier tout ce que l'on a appris et dit sur l'argent, histoire de repartir d'une page vierge. L'argent rend plus heureux celui qui le fait rentrer sans forcer, et qui le fait sortir en se faisant plaisir et en faisant plaisir. Une vague histoire de tuyauterie en somme. Si l'on n'est déjà pas à l'aise avec la décontraction, le plaisir et le don, l'argent ne fera que vous pourrir la vie. Pour l'attirer en continu et sans forcer, il suffit de mettre sur le tapis, ou sur le marché, le produit de son ikigai personnel, de sa vocation véritable en somme. En attendant de trouver son fameux ikigai, on peut aller puiser par sa force de travail, ses compétences, ses acquis, ses chances et opportunités, ses réserves pour obtenir de l'argent. En ce cas, il faudra sans cesse renouveler ses efforts ou ses astuces et s'adapter au marché et aux conditions extérieures. C'est laborieux et sans grand intérêt au final, ce qui nous pousse justement à chercher notre vocation, notre ikigai. Si l'on veut trouver du sens à sa vie en même temps que l'on entretient notre source d'abondance financière, on peut compter sur son ikigai justement. L'intérêt est d'en cultiver les fruits, ce qui constituera notre matière première à la création de nos circuits d'échange. À de rares exceptions, certains ikigai ne sont pas monnayables. Lorsqu'une personne dispose de tout l'argent nécessaire pour ses besoins personnels, n'a plus à se soucier de ce détail, alors son ikigai peut se développer dans un total désintéressement financier. C'est l'idéal, pourrait-on penser. Revers de la médaille, c'est aussi un test pour voir si l'on est maladivement avide, maladivement égoïste, maladivement trouillard ou juste très fainéant. Lorsque l'on n'a même pas assez d'une vie pour claquer sa fortune, son butin, il n'est pas si facile d'aller vers le dépassement de soi-même, ni vers les autres. L'ikigai, que l'on peut traduire par la mission de vie, exige le dépassement de soi et le regard vers l'autre. Beaucoup de gens très riches passent complètement à côté de la plaque du sens de leur existence, en croyant que leur fortune leur est destinée entièrement, à eux tout seuls. Lorsqu'ils ne savent même plus quoi faire de leur fortune, ils gaspillent à tout va, s'en servent pour faire des saloperies, ou enferment le tout à double tour.
Ce qu'ils ignorent est que leur excédent monétaire ou patrimonial, peu importe, est ce dont ils auraient besoin pour matérialiser leur propre ikigai. Quel dommage. La vie terrestre est impitoyable pour mettre au jour la moindre de ses ombres et de ses vertus. L'ikigai, terme japonais si parfaitement nommé, est unique à chacun. Personne d'autre que soi n'est en mesure de lui donner corps et de le faire fructifier de façon unique et inédite. La concurrence de fait n'existe pas sur ce marché-là. Au pire, il n'y aura que de pâles copies du vôtre, qui ne tiendront pas la route dans le temps. Au mieux, son ikigai aura vocation d'être une marche, pour faciliter l'accès aux ikigai d'autres personnes. Aucun ikigai personnel n'est indispensable aux autres, et quelque part heureusement, car cela évite que l'ego ne s'en empare et ne se l'approprie. En revanche, chaque fruit de son ikigai peut devenir un vrai plus pour les autres. L'ikigai ne couronne aucune tête, ce n'est pas ainsi qu'il convient de voir les choses. L'ikigai est à l'image de l'homme sur la planète Terre. Les humains ne sont absolument pas indispensables à l'écosystème global de la planète, voire ils seraient même absolument nuisibles dans leur part animale ou égotique. La vérité est tout inverse. L'homme est complètement dépendant de l'écosystème de la planète pour exister. Par contre, lorsque les humains développent leur ikigai, ils deviennent des plus, des phares dans la nuit, des boosters, des facilitateurs d'évolution. C'est à cela que sert chaque mission de vie ou chaque ikigai, à faciliter, à booster, à embellir, à adoucir, à ouvrir les consciences, à aider, à participer à l'harmonie, autant pour soi-même que pour tout et tous ceux qui vous entourent. L'ikigai de Félicien, la magie de résilience, n'était indispensable à personne, puisque chacun la possédait déjà en lui-même, l'utilisait parfois sans le savoir. La magie de résilience de Félicien était un simple booster d'évolution, un antidote exceptionnel contre les poisons et les pollutions du monde de l'ego. Son guide avait parfaitement raison. Félicien n'avait fait que la découvrir en lui-même, et par lui-même. Il commençait à l'expérimenter et à poser des mots dessus, pour la rendre compréhensible et utilisable pour ses semblables. Il la cultiverait donc avec sa façon unique de le faire et mettrait ses fruits à la disposition de tous. Ceux qui sont prêts et volontaires pour utiliser cette magie de résilience, avec ou sans Félicien, le feront en tout état de cause. Pour sûr, ce monde de l'ego me doit le prix Nobel de la paix pour ma découverte. Ce dont il avait secrètement envie, c'était bien de se marrer avant de quitter ce monde. Voir des personnes en pleine pratique de la résilience, au cœur même de ce monde de l'ego, en plein chaos, lui ferait atteindre des sommets du kiff. Ainsi, quand on a trouvé son ikigai, le sens de sa vie, on pense au présent, on fait au présent et de mieux en mieux chaque jour. On est dégagé de toute charge mentale qui concerne le passé et qui angoisse sur l'avenir. Avec l'ikigai, hier est moins bien que demain. Alors forcément, on saute du lit de bon matin et on se lève de bonne heure. L'ikigai offre une sécurité intérieure et l'assurance d'un progrès constant. Il est la promesse d'un épanouissement et d'une abondance sans cesse renouvelée. Cette sécurité intérieure permet le détachement à l'argent, au matériel, mais aussi le détachement émotionnel et affectif. Le détachement n'est pas une anesthésie. Il fait en sorte que les choses arrivent naturellement, à point nommé, sans jamais rien forcer, sans jamais rien bloquer. Lorsque l'on s'occupe correctement de son ikigai, l'argent arrive en proportion exacte de ses besoins et de ses centres d'intérêt, lesquels sont identiques à ses centres d'action sur le monde. La question ne se pose même plus de savoir ce que l'on va en faire ou si on va bien utiliser son argent. Celui-ci ira exactement où il a besoin d'aller. Quand on est aligné à son vrai soi, on active la synchronicité positive. Et tout roule. En remontant sa couette sur le bas de son visage, Félicien eut un large sourire. Il venait à nouveau d'avoir une formidable prise de conscience. Pour trouver l'amour parfait, que tant de gens recherchent, il faut en passer par l'éveil spirituel, et pas par les annonces matrimoniales ou les speed dating. Cela demande une première mort de l'ego, puisque l'éveil spirituel est une expérience de mort à soi-même, à son personnage égotique en réalité. Le prix à payer est le passage par une nuit noire de l'âme, une vraie nuit noire. Le cadeau de cette épreuve est un ressourcement complet par cette énergie d'amour. Le passage peut prendre diverses formes, telles que des EMI ou des sorties astrales, des chocs affectifs, des extases, etc. On ne choisit pas à l'avance. Félicien comprit maintenant pourquoi il avait eu son expérience d'éveil, juste après sa séparation d'avec Mathilde. Il avait totalement renoncé à l'amour, tel qu'il le connaissait dans ce monde de l'ego, suite à ce choc. C'était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Une grande partie égotique de lui était morte ce jour-là. Et c'est ce qui lui avait permis de recontacter cette énergie d'amour primordiale. Et voilà. Pour trouver l'abondance et la sécurité intérieure que tant de gens recherchent, il faut en passer par une quête de son ikigai, et non par son carnet d'adresses ou par une quelconque agence d'emploi. Cela demande de s'affranchir de tout ce que l'on connaît déjà, de tout ce qui existe déjà, de tout ce que l'on a déjà prévu pour vous,
et de tout ce que l'on a déjà appris ou accepté par et dans le fonctionnement de son système familial, relationnel ou sociétal. L'ikigai est sa vocation, sa raison de vivre, son assise intérieure, son diamant poli qui va rayonner sur l'extérieur. Toute abondance ne provenant pas de son ikigai est un nuage de fumée, un mirage et une perte de temps, une béquille. L'abondance n'est pas que matérielle évidemment. Développer son ikigai, c'est toujours créer une forme d'abondance en soi et autour de soi. Félicien avait réparé les 2 principaux rayons de sa roue, en ayant réglé ces 2 dossiers essentiels que sont l'argent et l'amour. Il ne lui restait qu'à se pencher sur celui de la pleine santé. La maladie ne faisait pas partie de son expérience personnelle. Aussi, il n'était tout simplement pas légitime pour inclure cet épineux dossier dans sa mallette de magicien. On ne peut pas être bon partout. S'il avait toujours été en bonne santé, c'est certainement aussi qu'il avait globalement une bonne relation avec son corps et sa matérialité. Et puis ce n'était pas le défi qu'il s'était lancé pour son incarnation. Comment expliquer ce qu'est la bonne santé si on n'a pas eu à traverser la maladie ou la souffrance corporelle, et avoir guéri de cela, l'avoir transcendé? Un vrai médecin devrait être un miraculé avant d'être un homme de science et de technologie. La santé est liée au rapport et à la communication que l'on entretient avec sa corporalité. Le corps étant son véhicule d'expérience, il dysfonctionne lorsqu'il est mal entretenu, malmené ou dénigré, comme n'importe quelle plante le serait. Ne dit-on pas de quelqu'un dont on apprécie la silhouette que c'est une belle plante? Le corps n'est pas que le corps de matière. Il est une poupée russe incluant divers corps, allant du moins subtil au plus subtil. Il a un langage qui lui est propre et qui n'est pas plus audible physiquement que ne l'est celui d'une plante. Et pourtant, il est tout à fait prouvé aujourd'hui que les plantes entretiennent diverses formes de langage, des langages subtils, traduisibles par la musique via certaines technologies. Il s'agit de fréquences. Et ce n'est pas tout. Notre corps s'exprime au travers des hormones, qu'il produit en fonction de sa météo personnelle. Il s'exprime par sa forme également, par ses tensions, ses décontractions, ses anomalies, ses champs auriques, et évidemment par ses maladies. Autant l'ego est une question liée au règne animal, à une certaine forme de masculinité, autant le corps est à rapprocher du règne végétal et de la féminité, au sens noble de ces termes. La science des plantes a longtemps été le domaine réservé des femmes, des cuisinières, des prêtresses et autres guérisseuses. Pendant ce même temps, les hommes pratiquaient la chasse, faisaient les gros travaux agricoles ou les grandes constructions, grâce à la force animale. Là non plus, ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui encore, on dévolue bien volontiers la tâche du barbecue pour faire griller la viande et les saucisses à monsieur, et à madame le soin d'arroser les plantes et d'égayer la maison avec des bouquets de fleurs, sans vouloir rentrer trop dans les clichés faciles. Étienne, à défaut de lui enseigner l'art de la guérison, avait donné à Félicien les clés de la vitalité et de la bonne santé. Aimer, prendre soin, écouter, valoriser, ne pas manquer, ne pas être en excès, cultiver sa vitalité, sa joie de vivre par le chant, la musique, la parole, respecter des distances de confort, cultiver l'authenticité et le naturel, nourrir et entretenir son sol correctement. Un corps en pleine santé est un corps qui profite avant tout des éléments naturels, que sont l'eau, l'air, le vent, le soleil, la terre et l'éther. Il n'aime pas les pollutions ni les parasites. Il aime l'harmonie qui est à son image, le juste équilibre et le positif. Plus un corps est aimé, regardé et respecté pour ce qu'il est, pour l'histoire qu'il raconte, plus il s'embellit et se régénère. Il existe des familles qui ont des problèmes récurrents quant à la santé, au sens large du terme. Certains des membres vont tenter de régler le problème en devenant bourreaux. Ils vont se faire du mal et multiplier les occasions pour cela. Ils vont surtout pousser les autres à tomber malades. C'est très agressif. D'autres, face à ce dossier, vont devenir victimes. Ils auront toujours une occasion de se plaindre et de se faire plaindre de quelque chose, telles des maladies imaginaires. Et c'est ainsi qu'ils se créeront leurs propres maladies, de vraies maladies. Cela avait sans doute fonctionné dans l'enfance pour capter un peu d'attention sur eux, mais à l'âge adulte, la tactique marchera beaucoup moins bien et se retournera contre eux. En restant plantés dans l'ego, ils s'offriront peu de chances de sortir de cette ambiance surmédicalisée de leur vie. D'autres encore vont endosser et engrammer dans leur corps tous les mots MAUX ainsi que les mots MOTS de la famille. Ils auront opté pour l'aspect sauveur, de vraies éponges. Peut-être que ceux-ci feront de grandes carrières dans les milieux médicaux, où ils y trouveront leur justification égotique avant d'y trouver leur salut, mais se priveront sans doute de bien d'autres domaines de l'existence qui les épanouiraient. Comme pour le reste, les réponses et les solutions ne se trouvent pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Les réponses extérieures sont toujours des béquilles, et souvent des béquilles bien moulues. La quête de la pleine santé est un chemin de souffrance pour les personnes héritières de ce dossier, et c'est cette vallée de larmes et de douleurs là qui est à traverser pour en sortir. Lorsque le corps physique est trop endommagé pour revenir à un état de fonctionnement acceptable, alors d'autres corps plus subtils se surdéveloppent pour assurer la possibilité de l'existence. Le handicap à vie est ainsi, et cela est sa raison.
Il existe également des rémissions spectaculaires qui n'ont aucune explication médicale ou scientifique, mais bien plus de l'ordre de l'esprit. Toucher au miracle de la vie, ressentir le bien-être et la légèreté de l'être, dans les plus petits détails, est certainement la récompense de cette épreuve et de ce chemin. Toujours la même chose, ce n'est pas l'ego qui donne la solution aux divers problèmes rencontrés par le corps physique, puisqu'il se focalise sur les problèmes et leurs symptômes, et non pas sur les portes de sortie proposées par la résilience. Félicien en resterait là quant à sa réflexion sur la santé. Son domaine d'excellence à lui était l'ego. Chaque famille était porteuse d'un ou de plusieurs dossiers épineux pour lesquels les réponses n'avaient été jusqu'à présent pour ses membres que des réponses et des positionnements égotiques, des rôles choisis et distribués par les uns et les autres. L'important est de mettre le doigt sur l'intitulé précis du dossier et de le traiter avec l'aide de la résilience, quand il n'y avait pas mort d'homme imminente. Un dossier non traité, c'est une roue qui n'a pas tous ses rayons, et donc une expérience de la vie qui devient pénible et chaotique. C'est comme pousser un caddie de supermarché avec des roulettes abîmées. Au début, ça va à peu près, même si c'est chiant. Mais lorsque le caddie est plein et que les courses sont faites, alors ça n'avance plus du tout comme il le faudrait. Ça demande des efforts titanesques, et ça finit par aller dans la direction opposée à ce que l'on veut. Certaines familles ont des difficultés récurrentes avec le dossier de la sexualité, d'autres avec la féminité ou la masculinité, d'autres encore avec les notions de bien et de mal, ou encore avec la notion du pouvoir, de la hiérarchie, de la propriété, de la famille elle-même, de la religion, tant de domaines qui se rattachent tous aux 3 gros dossiers principaux. C'est ainsi que des dossiers semblent parfois être liés les uns aux autres. Il s'agit bien en réalité de sous-dossiers appartenant à un seul gros dossier racine. On peut remonter toute la pelote de laine lorsque l'on tire sur un seul fil. Mettre le doigt sur le bon dossier. Le dossier racine, c'est s'assurer de pouvoir tout démêler d'un coup. C'est déjà voir et reconnaître qu'on n'est pas le seul de sa famille à pâtir de la problématique en question, même si on est peut-être le seul à avoir opté pour un rôle en particulier. Celui qui veut en premier s'occuper sérieusement du dossier familial est en général celui qui endosse le rôle de la victime. L'humain n'est pas fait pour souffrir et la victime est celle qui souffre en premier. Il y a un moment où ce rôle attitré de victime devient tellement insupportable qu'on craque. On met le turbo pour en sortir et c'est ainsi que l'on brise la triangulation infernale du dossier. Logique. Les conséquences de la problématique non réglée se retrouvent génération après génération, dans une sorte de récurrence ou d'impression de malédiction, de fatalité familiale. Les chats ne font pas des chiens, comme on dit vulgairement. Il en incombe à chacun de faire sa petite ou sa grande liste et d'accepter d'être de bonne volonté pour en classer les dossiers. Non pas dans un classement sans suite, mais dans un classement d'archivage et de remerciements. Avec la résilience, tout devient possible. L'important aujourd'hui pour Félicien était qu'il se sentait libre, profondément heureux, bien dans sa peau et dans sa vie. Il avait ce sentiment profond et cette reconnaissance pour lui-même d'avoir bien travaillé. Il était redevenu vivant, humain et souverain. Il s'endormit dans cette douce et agréable sensation, ce soir-là.